la NSM a classé quasiment tous les vaccins sur la liste des substances vénéneuses. Donc, rien que le nom, déjà, devrait interpeller le grand public. Hein. J'ai fait une vidéo qui a énormément marché. TF1 a eu besoin de faire un article pour discréditer et dire que c'était une formalité administrative, mais les substances qui classent en liste des substances vénéneuses de la NSM et l'industrie pharmaceutique, c'est pour se dédouaner, soi-disant, de responsabilité pénale, hein, c'est-à-dire dire, ça y est, nul n'est censé ignorer la loi. Et quand vous allez dans la liste des substances vénéneuses, il y a écrit que c'est des substances toxiques, très toxiques, mutagènes, cancérogènes, toxiques pour la reproduction. Donc là, déjà, c'est quand même du lourd de lourd. Hein. On mettra le lien, l'article, effectivement, date du 13 septembre 2023. Et en plus de ça, ils disent c'est sous la responsabilité des prescripteurs. Donc moi, je dis que maintenant, l'Agence nationale de sécurité du médicament, ce n'est pas de la sécurité pour les citoyens, c'est de la sécurité pour l'industrie pharmaceutique, pour les couvrir et pour que les mecs puissent continuer à écouler leur business. Ravi de vous retrouver, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices. Ça fait un petit moment que je voulais absolument organiser cette rencontre, cette interview, parce que figurez-vous que j'apprécie énormément l'invité par son courage, par sa détermination, et c'est un exemple pour nous tous. L'invité du jour est le docteur Denis Agrey. Cher Denis, je te remercie de ta présence. C'est vraiment très très sympa de ta part d'être parmi nous aujourd'hui. Avec plaisir, cher ami. Écoute, je fais référence aussi pour ceux que ça intéresse, puisque tu as été très fort dans le domaine de la prospective, dans la mesure où tu as écrit un livre avant le Covid qui s'appelle « Une vraie maladie », livre à compte d'auteur dont on mettra le lien internet pour ceux qui souhaitent l'acheter. Voilà, je te remercie. Voilà. Une vraie maladie. Donc, ça raconte la vie d'un médecin hospitalier de 2008 à 2018. Par rapport à l'influence de la finance par rapport à l'hôpital public. Voilà, en fait, j'ai appelé ça le Fordisme hospitalier. C'est-à-dire que la prégnance de la finance, la rentabilité financière est venue dans les hôpitaux avec la tarification à l'activité en 2008. Et on a mis la pression financière sur les soignants pour leur dire il faut faire de l'activité. Donc, quand tu fais de la médecine d'urgence et qu'on te dit de faire de l'activité, au bout d'un moment, les neurones ne se touchent plus. Et on te demande de voir toutes les consultations, je vais dire un gros mot, de merde à 3h du matin, parce qu'il faut faire de l'activité. Et en plus, à côté de ça, tous les 2 ans, on nous faisait des plans de redressement, soi-disant, en nous disant qu'il fallait supprimer 5 infirmiers, 5 aides-soignants. Et en même temps, c'était à l'hôpital de Gap, on nous a financé un nouvel hôpital tout neuf en béton pour 140 millions d'euros. Donc tu vois là, tu as une dissonance cognitive, sociétale du corps soignant qui n'arrive plus à savoir ce qu'il doit faire. Je rappelle à nos auditeurs que les directeurs d'hôpitaux sont rarement des médecins, ce sont des administrateurs. Ce ne sont plus du tout des médecins. Il y a eu une époque où ça l'était, sans doute dans les années 80, et maintenant c'est plus du tout des médecins. Les médecins qui participent à la CME, à la commission médicale d'établissement, sont des hommes politiques placés et qui contredisent jamais le directeur. Ouais, donc ça c'est une petite pépite à lire qui est avant Covid, qui peut être mis dans les mains de tout le monde, des vaccinés ou non vaccinés, et qui a son succès, voilà. Et je rappelle à nos auditeurs que si ce livre est à compte d'auteur, parce que Denis a la modestie de ne pas le rappeler, mais que je rappelle quand même que Denis est diplômé en médecine générale et en santé publique, et que ce livre, si tu l'as auto-édité, c'est qu'il n'y a pas un éditeur qui a fait le pari, vu la gravité du sujet, de l'éditer. Non, mais c'est important de le préciser. J'ai écrit, c'était en 2020 qu'on avait à peu près fini de tout ça. J'ai écrit à Albin Michel, à Actes Sud, avec des gens qui connaissaient, des gens très proches de la direction. Il n'y en a pas un seul qui m'a répondu. Si Albin Michel, au début, je l'avais mis en anonyme, ils m'ont dit qu'il faudrait mettre votre nom. Je dis, il n'y a pas de problème. Et puis, même Guy Trédaniel, qui a édité bon nombre de gens comme Fouché ou autres, m'ont pas répondu. Donc, c'est assez étonnant. Oui, mais bon, c'est pour ça que je ferai une chronique, de ton livre dans un. On refait l'actu, parce que tu as été un des rares à avoir traité du sujet. Et c'est important d'aller parfois à la source, ça nous permet d'aller à l'essentiel. Moi, j'ai été agréablement ravi
d'écouter une vidéo, pas plus tard qu'aujourd'hui, chez notre amie Stéphanie Reynaud, à travers sa chaîne Tribune Libre, où elle a invité, ce 23 juin dernier, quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, que je connais pas, dont je connais le combat, qui est le docteur Michel Procureur, un médecin qui avait établi des faux passes sanitaires pendant la crise Covid, et c'est important de le rappeler, au nom du principe de précaution qu'on enseigne aux soignants. Bon. Et j'ai trouvé cette émission très très intéressante, puisque à un moment durant l'émission, il rappelle que la politique vaccinale, en l'occurrence, a été souvent très préjudiciable à l'endroit des vaccinés. En l'occurrence, là, il parle de mamans vaccinées, des mères vaccinées. Et il rappelle, ce qui est quand même assez fou, c'est que des mères qui avaient été vaccinées, donc pas seulement leurs filles, mais leurs petites filles avaient développé des cancers au niveau de la zone de l'appareil génital. Et là, j'avoue que je suis waouh. Je me suis dit, c'est quand même fou. Et en plus, alors pourquoi ça m'a évoqué ta personne? Parce qu'à travers tes tweets, donc j'invite les gens à te suivre à travers Twitter, @agredenis, dont tu as eu souvent les comptes suspendus, je le rappelle. Et ce qui est assez fascinant chez toi, c'est que, et c'est ce que j'aime aussi, c'est ton raisonnement. Tu t'appuies sur des faits, des preuves irréfutables. Et là, je lis volontairement ton dernier tweet, qui est somme toute très court et argumenté. Tu dis, vous voulez moins de rougeole et de décès de rougeole en France, alors arrêtez de vacciner vos enfants. En 2020, la vaccination s'est arrêtée et brutalement, il n'y a plus de rougeole en 2020, 2021, 2022. Et ça repart bizarrement en 2023 quand on s'y remet compris. Et tu mets les références, les graphes en l'occurrence. Alors là, franchement, moi j'ai eu la chance d'inviter il n'y a pas très longtemps Jackie Cassou et Patrick Pazin pour ce livre « OMS menace pour l'humanité ». Il y a des exemples concrets dans ce livre où il y a eu des arrêts de vaccins, en l'occurrence dans des États indiens. L'OMS a obligé à ce que les vaccins reprennent et les cas ont explosé. Donc je me dis, bravo Denis. Et là, je voudrais que pour nos auditeurs, j'ai dit je tu développes vais te dire tout ça. un mot, mais deux choses sur l'histoire qui est quand même dantesque. J'ai fait une vidéo en septembre 2023. La NSM a classé quasiment tous les vaccins sur la liste des substances vénéneuses. Donc rien que le nom déjà devrait interpeller le grand public. J'ai fait une vidéo qui a énormément marché. TF1 a eu besoin de faire un article pour discréditer et dire que c'était une formalité administrative, mais les substances qui classent en liste des substances vénéneuses de la NSM et l'industrie pharmaceutique, c'est pour se dédouaner soi-disant de responsabilité pénale, c'est-à-dire dire ça y est, nul n'est censé ignorer la loi. Et quand vous allez dans la liste des substances vénéneuses, il y a écrit que c'est des substances toxiques, très toxiques, mutagènes, cancérogènes, toxiques pour la reproduction. Donc là, déjà, c'est quand même du lourd de lourd. On mettra le lien, l'article, effectivement, date du 13 septembre 2023. Et en plus de ça, ils disent c'est sous la responsabilité des prescripteurs. Donc moi, je dis que maintenant, l'Agence nationale de sécurité du médicament, ce n'est pas de la sécurité pour les citoyens, c'est de la sécurité pour l'industrie pharmaceutique, pour les couvrir et pour que les mecs puissent continuer à écouler leur business. Donc ça, c'est très, très malsain. Même au niveau judiciaire, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'on met la responsabilité sur des médecins. Juste un exemple très récent. L'an dernier, il y a un gamin, après le vaccin papillomavirus, qui s'est écroulé par terre, il est mort. Le médecin est mis au tribunal pour homicide parce que, soi-disant, il n'a pas respecté les consignes où le gamin il aurait dû rester allongé. Donc, s'il faut garder tous les gens qu'on vaccine allongés, on va en vacciner beaucoup moins, c'est intéressant. Bon, voilà. Et après, l'autre chose, pour revenir à ma publication sur Twitter sur les vaccins rougeole, oreillon, rubéole, la courbe est dantesque. C'est le rapport de Santé publique France de 2024 sur l'épidémie de rougeole. Et en fait, en 2017, il y a 519 cas en France. Donc ça, c'est les données publiques. Et j'ai trouvé les données brutes annuelles dans un article du Vidal, qui ne sont pas dans le rapport de Santé publique France. Donc en plus, ils arrivent même
avec la com à ne pas mettre toutes les datas dans le rapport de Santé publique France. Donc 519 cas de rougeole en 2017. Il y a l'obligation vaccinale en janvier 2018, donc on voit très bien que tous les gamins ont été encore plus vaccinés, entre autres avec rougeole, oreillon, rubéole. Et en 2018, il y a eu une explosion des cas qui avait fait quasiment x6, avec 2900 cas et 3 décès, on ne sait pas si c'est des enfants, et c'est consécutif à l'obligation vaccinale. Donc on voit bien l'explosion due à la vaccination obligatoire. Et en 2019, toujours, il y a 2600 cas de rougeole en France. Et ce qui s'est passé en mars 2020, on a confiné, donc les cabinets ont été fermés, donc les gamins ont plus été vaccinés pour rougeole, oreillon et rubéole pendant plusieurs mois. Et ça, c'est... dans le Vidal, ils essayent de faire croire que c'est grâce au confinement, aux mesures barrières. Je dis, alors, si c'est le cas, restons tous confinés et encore avec des masques et du gel hydroalcoolique toute notre vie, si on a peur des maladies. Ça, c'est pour les paranoïaques qui se baladent encore avec des masques en ce moment. Il y en a. Et il y en a, malheureusement. Et l'autre chose, c'est qu'ils disent que c'est peut-être dû à l'obligation vaccinale de janvier 2018 qu'il n'y a plus de cas en mars 2020. Donc, ça voudrait dire qu'il faut 2 ans pour que l'immunité d'un gamin ou d'un adulte vacciné se fasse. Donc, en fait, toute la rhétorique est fausse. Et on a vraiment, c'est dingue, mais vraiment, je trouve ça hyper intéressant et hyper grave. Et il y a une autre chose, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le professeur Renaud Piarou. Renaud Piarou, il est PUPH, il est chef de service, je crois, à la Pitié en infectieux, et il a démonté, tu parlais du choléra, de l'épidémie de choléra en Haïti, et il dit qu'en fait, avant qu'il fasse la vaccination en Haïti, il n'y avait pas de choléra, et que c'est d'avoir mis en place la vaccination du choléra qui a fait exploser le choléra en Haïti. Et c'est comme Didier Raoult qui dit qu'à Gaza, il y a une épidémie de polio vaccinale, parce que quand on vaccine des populations immunodéprimées et qu'on leur injecte de la polio, ils deviennent malades de la polio. Donc, toutes ces révélations dues au vaccin, ça montre que quand on vaccine des gens qui sont naïfs d'une maladie et qui, peut-être, pour certains, sont plus immunodéprimés, ils vont faire la maladie encore plus grave. Et ça, c'est une évidence, quoi, tu vois. C'est comme quand on te demande, tu sais, moi, ça m'a fait penser, quand tu es en troisième ou en seconde et qu'on te fait faire des études de courbe de physique en te disant « analyser la courbe ». Et d'ailleurs, dans l'analyse de la courbe, je tiens à le préciser, c'est assez marrant parce qu'entre 2018 et 2019, il y a un creux. Et vous savez à quel moment ça baisse ? Ça baisse pendant l'été. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, pendant l'été, les gamins, ils vont moins au cabinet médical se faire injecter des vaccins. Et là, on a l'histoire de, ouais, c'est saisonnier. Ouais. On se met à vacciner les gamins en septembre, octobre, novembre, paf, parce qu'on retourne voir le médecin, et que le médecin, il injecte. Ouais, l'hiver, il y a un pic saisonnier, ça c'est très, très fort. Et puis l'été, il y a un creux. Bon, voilà. Après, je peux me tromper, on va dire que c'est une hypothèse scientifique. Ce qui est quand même assez troublant, c'est quand même qu'en France, il y a, je crois que c'est 12 vaccins pour les enfants. On est arrivé à 12 vaccins. On était à 11 vaccins jusqu'à janvier 2025. Ils ont rajouté le méningocoque BAWY parce qu'ils avaient peur du méningocoque. Donc, les 11-12 vaccins, c'est diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus, hépatite B. Déjà, ces 5-là, c'est tous dans la même seringue. Donc, j'en suis venu à un moment à dire ça serait bien qu'après ça, on fasse un dosage d'anticorps aux bébés pour savoir s'ils arrivent à fabriquer des anticorps pour les 5 maladies qu'on leur a injectées d'un coup. Déjà, pas sûr. Et en même temps, dans le calendrier vaccinal, le même jour, on leur fait le pneumocoque. Donc, on leur injecte 6 maladies. Plus rougeole, oreillon, rubéole, plus méningo-C, plus méningo-BAWY. Donc, tu vois, ce que les gamins se prennent en 2 ans, je sais pas, il faut demander à monsieur le ministre de la Santé d'air s'il est prêt en 2 ans à s'injecter, à se faire ce rappel complet, parce que c'est vrai qu'avec le temps, on perd de l'immunité, donc peut-être que les ministres pourraient donner l'exemple en faisant les 15 vaccins en 2 ans. Moi j'ai été, pour ma part, très en colère, puisque j'ai appris qu'à mon insu, mon fils
avait été vacciné au garde d'asile. Nicole de Lépine et son cher et tendre, que j'aime énormément, ont fait un livre d'ailleurs sur le garde d'asile. Alors là où j'étais très surpris pour leur avoir posé la question, c'est que la haute autorité de santé, alors qu'avant le garde d'asile, c'était que les filles qui étaient vaccinées au garde d'asile à partir de 14 ans. Et là, d'un seul coup, la haute autorité de santé, bien sûr tout ça est validé par le ministère de la Santé, a décidé, comme ça, du jour au lendemain, que c'était plus 14 ans, mais 11 ans pour les filles et les garçons. Ouais, mais moi, tu vois, je pense que tout ça, c'est la logique de la peur. Coucou. C'est la quenelle de Dieudonné, on en parlera après. C'est pour mettre un peu de sourire dans tout ça. Je pense que tout ça, c'est l'engrenage de la peur la fausse croyance que les vaccins protègent des maladies. Septembre 2024, j'ai fait des vidéos pour prévenir les risques de la vaccination, de l'obligation vaccinale qui allait venir pour le méningocoque B, C, A, W, Y. Et je pense que j'ai très, 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 très bien fait. Je me félicite tout seul, excusez-moi. Non, mais je te félicite aussi. Et on est nombreux à te remercier. Les risques des vaccins du méningocoque. Déjà, premièrement, parce que dans les notices des vaccins du méningocoque, il y avait écrit qu'il y avait des risques de myocardite, de maladie de Kawasaki, donc d'arrêt cardiaque. Bon, ça, les vaccinateurs n'en parlent jamais. Et en plus de ça, dans les notices des vaccins méningocoque B et C, il y a écrit irritation méningée. Donc, en gros, tu fais une méningite à cause du vaccin et après, comme on t'a injecté la méningite, si on te dose biologiquement, on te trouve le méningocoque B ou C. Et ces espèces je dis un gros mot, de fous, ont attaqué à l'école Master Business School à Rennes les jeunes adolescents de 15 à 25 ans. Ils se sont dit, les pauvres adolescents, ils ont dû avoir 1 ou 2 cas à Rennes et ils ont vacciné quasiment 15 ou 16 000 gamins. Et là, je me suis dit, il va y avoir une guerre civile parce que comme la justice ne veut rien rétablir sur les risques des vaccins et le fait qu'il y a une responsabilité pénale, peut-être éventuellement un jour des ministres, mais ça, il ne faut même pas leur dire qu'ils ont une responsabilité, et des ARS. Donc j'ai alerté, j'ai écrit à l'ARS de Bretagne, j'ai écrit à l'académie du rectorat de Rennes pour leur dire allez-y, continuez, mais vous allez voir, vous allez avoir des gamins qui vont aller en réanimation avec du méningocoque ou qui vont faire de l'épilepsie à cause des vaccins du méningocoque à 15-25 ans. Donc, si vous voulez plier une population jeune, continuez. Ce qui est déjà le cas, et à chaque fois, ils trouvent des excuses et des prétextes complètement délirants pour cacher la cause réelle, parce qu'on n'a jamais vu autant de jeunes s'effondrer lors de leurs activités sportives, en l'occurrence. Mais ce qui est très intéressant... C'est ça, et donc je reviens à cette histoire Moi, je trouve que la logique de la peur, elle est intéressante, et quelque part, ça dédouane juridiquement nos grands responsables, même si je ne suis pas... On va faire un peu la fabrique de l'imposteur, hein, comme on a parlé tout à l'heure de Gori. Là. Roland Gori, voilà. Mais si tu veux, Pasteur, c'est que, tu vois, ça remonte à 150 ans déjà. Et dès les premiers cas de vaccination avec la rage, il y a des enfants et des adultes qui sont morts à cause du vaccin de la rage. Le gars, il prenait de l'encéphale de chien enragé et il l'a injecté dans des corps d'enfants qui avaient eu des plaies et qui peut-être en plus à l'époque étaient aussi dénutris et plutôt faibles, en pensant qu'il allait sauver les gens. L'histoire de Pasteur, elle est intéressante, c'est Éric Orsena qui la raconte dans un bouquin qui s'appelle La vie, la mort, la vie, et il avait des filles qui étaient mortes de la typhoïde. Et donc, je pense que le gars, intellectuellement, il a essayé d'imaginer tout ce qu'il pouvait pour sauver des vies. Donc, quelque part, c'est louable. Sauf que le gars, il s'est planté. Est-ce qu'il s'en est aperçu ou pas? Je ne sais pas. Il n'est plus là pour le dire. Et on ne va pas faire son procès. Mais tu vois, c'est un peu... Mais en tout cas, je pense que aussi la peur de s'être trompé, de ne pas vouloir le révéler, et la gloire, tu vois. La gloire, elle est à travers ce genre de truc. Bon, moi, je ne cours pas après la gloire. On en parlera après. C'est la quenelle d'or, mais la gloire et la fortune qui est arrivée dans l'histoire de Pasteur très rapidement, parce que les gens l'ont remercié, l'ont mis en avant. Il ne faut pas oublier qu'il a été soutenu par la femme de Napoléon. Ça fait 150 ans que ça nourrit l'industrie pharmaceutique, Pasteur, Mérieux, et des milliards, et surtout aussi des milliers d'emplois. Et je continue juste là-dessus,
Parce que bon, moi, dans ma chance et dans ma compréhension, j'ai mon oncle, j'en ai parlé beaucoup, Jean-Louis Auger, que c'est quelqu'un qui m'est très cher. Il a été directeur de Biomérieux pendant plus de 10 ans à Lyon. Et dans la famille, mon cousin Laurent, il est médecin aussi, il est un peu plus âgé que moi et tout. Dans leur croyance, les vaccins, ça protège des maladies. Et mon cousin Laurent, en septembre 2023, en octobre, j'étais chez lui à Lyon et je lui ai parlé du classement des vaccins sur la liste des substances vénéneuses. Et sa seule réponse a été de me dire c'est de la folie de dire ça. Ben, c'est juste parce que intellectuellement, c'est irrecevable pour eux, entre autres parce qu'ils sont nourris par ça. Et tu as le bouquin de Marcel Marieux qui dit l'homme qui voulait vacciner la France entière. Alors, ce qui est très fascinant dans le monde entier, pardon. Oui. Marcel Marieux, il veut vacciner tous les enfants du monde. Voilà. Mais c'est aussi ce que souhaite l'OMS, qui supplante maintenant les États qui lui sont carrément soumis par rapport à ces desiderata. Là aussi, je dis un mot sur l'OMS et Gavi, l'alliance vaccinale dont on va la citer, Chloé Framby a énormément alerté là-dessus. L'OMS, en ce moment, je trouve ça absolument horrible. Ils ont une cartographie mondiale des enfants zéro dose. En gros, les zones vierges où ils voudraient aller vacciner les enfants zéro dose. C'est abominable de voir ce genre de... Ils pourchassent. Et c'est un peu la suite du colonialisme, du christianisme, où on veut aller coloniser toutes les terres et donner c'est une fausse croyance que les vaccins, ça protège des maladies. Moi, j'ai tout déconstruit. À l'époque, c'est ta force, et c'est pour ça que d'ailleurs, on mettra le lien de ton site, parce que tu as fait énormément d'articles qui ont couvert tous ces sujets. C'est vrai que Chloé a fait un super travail et on la salue très fortement. Elle a tout le soutien de Nexus aussi, parce que elle a été invitée là par rapport à la sortie de son dernier livre. Moi, je sais aussi par ailleurs que l'OMS, ça va aussi bien plus loin, puisqu'ils font des usines à moustiques aussi. Quand vous lirez ce bouquin, je te l'offrirai, je te l'enverrai, mon cher Denis. Parce que, j'en ai plein. Oui, mais c'est le premier livre qui est sorti sur l'OMS. Menace pour l'humanité. Donc, qui est remarquablement bien et qui s'appuie que sur des données de l'OMS. Je rebondis sur un des propos que tu as dit tout à l'heure quand tu parlais de la guerre civile. Moi, je reste convaincu, comme toi, qu'il y a des facteurs aujourd'hui, même si on sent les gens un peu apathiques par rapport aux faits d'actualité. Alors, comme je dis souvent, il y a les amuseurs publics, la fausse extrême droite et la fausse extrême gauche, parce qu'il y en a qui sont encore dans tout ça, alors qu'on vit dans un monde globalisé qui cherche à faire du soviétisme privatisé. Bon. D'ailleurs, tu l'expliques très bien à travers ton livre, au regard de l'oligarchie financière. Donc, il y a des réalités cruelles. En l'occurrence, il y en a une là qui concerne les vaccins du Covid, puisque quand j'ai écouté avec attention le docteur Michel Procureur, que tu connais bien, il parle d'un chiffre très précis, de données aujourd'hui recueillies à travers le monde, de 17 millions de morts. Et c'est d'ailleurs, il va le dire lui-même, c'est 3 fois la Shoah. C'est les vaccins du Covid. Vaccins du Covid. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans un avenir très très proche, quand je dis très 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 proche, je pense que les vaccinés seront dans une forme d'ultra-violence à l'endroit de ces autorités qui ont commis, là pour le coup, un crime de masse et qui se sont bien gardés de faire de la prévention à l'endroit de la population. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, je ne parle pas de leur cruauté à ces politiques, elle est déjà établie. Je t'apprends rien avec et Édouard Philippe avec le Rivotril, il savait qu'il fallait pas donner ça à des personnes qui étaient dans insuffisance respiratoire, et ils ont assassiné les personnes âgées, ce pouvoir a assassiné les personnes âgées, et ils ont tellement pas de fierté, ni d'honneur, ni de droiture, qu'ils osent se prétendre comme ceux qui vont nous sauver de la dette. En l'occurrence, et c'est eux qui l'ont créé. Donc il va vraiment falloir qu'on crée un nouveau paradigme. Mais pour ça, c'est que
je pense que la guerre civile, elle peut advenir malheureusement de là, parce que je crois que les vaccinés, et pas les non-vaccinés, les vaccinés, à un moment, lyncheront publiquement et cette classe politique. Est-ce que je crains... C'est très douloureux. Tu vois, encore pas plus tard qu'il y a 1h30, 2 heures, je me suis arrêté en vélo devant 2 policiers de la municipale de Montpellier. J'aime bien m'arrêter pour discuter avec eux et les détendre un peu, parce que déjà, ils sont tendus comme le string. Je suis arrivé, ils étaient comme ça. Ils étaient en train de faire surveiller la voie publique, tu vois. Et je leur ai dit bonjour docteur, pour détendre un peu l'atmosphère. J'aurais dit mais c'est bon, détendez-vous, jusqu'à ce qu'ils arrivent à sourire, tu vois. Et il y en a un des 2 qui m'a dit ah oui, mais d'ailleurs moi j'étais pas vacciné. Par contre ma mère qui avait 76 ans, elle a fait un AVC, elle a atterri au CHU. On m'a dit c'est les vaccins. Et le gars, je lui dis déposez plainte pour homicide, mise en danger de la vie d'autrui. Enfin non, pas homicide puisqu'elle n'est pas morte. Dans ce que mise en danger. Et tout ce qui m'a mise en danger de la vie d'autrui. Et tout ce qu'il m'a dit, c'est oui, mais c'est le pot de terre contre le pot de fer. J'ai dit le pot de fer, maintenant c'est le peuple. Le pot de terre, c'est les quelques margoulins là-haut qui restent à l'Élysée. Ça j'en suis convaincu. Et donc, tu peux développer ça justement. Et ça, c'est, je veux dire, la souffrance des vaccinés, elle est réelle. Moi, c'est pour ça que j'ai alerté depuis le début. T'as des dizaines, moi j'avais chiffré à plus de 45 moins de 18 ans morts en 2022 à cause des vaccins du Covid. Mes vidéos ont été censurées. D'ailleurs, ces vidéos-là, ils les ont jamais contredites à l'AFP parce que là, vraiment, ils n'avaient rien contre. Donc, j'avais fait une vidéo qui montrait qu'il y avait au moins 9 fois plus de décès avec les vaccins du Covid chez les moins de 18 ans par rapport à la mortalité due au Covid. Donc, rien que ça, c'est un chiffre monstrueux. Tu sais qu'aujourd'hui, le problème fondamental dans une démocratie, c'est que si la justice ne fait pas son boulot pour, je veux dire, ce qu'on nous a enseigné, entre autres la loi pénale, c'est pour éviter que l'homme se fasse justice lui-même. Exactement. Et aujourd'hui, les gens qui sont victimes d'une soumission de masse, d'une vaccination de masse, d'un mensonge de masse, ne sont pas reconnus et il n'y a aucun responsable de l'État qui est mis en cause. Donc moi, j'avais déposé 2 plaintes en avril et en décembre 2022 contre mes chers confrères Véran, Brown, ceux du Conseil national de l'ordre des médecins, comment ils s'appellent, François Arnaud et Bouet. Bon, ils ne veulent pas répondre, ils n'ont pas instruit les plaintes et comme je suis très gentil, je leur ai même... parce que dans ma radiation, j'enchaîne là-dessus, parce qu'ils m'ont radié en janvier 2025 après 4 ans de poursuites judiciaires. Et entre autres, dans les éléments qu'ils amènent en disant le docteur Agré a outrepassé sa liberté d'expression en utilisant les crimes, les termes crime et homicide. Bon, je leur ai écrit, je leur ai dit ok, d'accord, j'ai parlé trop fort, j'aurais pas dû, je m'excuse. Mais même ça, j'ai écrit en recommandé là, en février 2025 à Vautrin et à Neuder et ils ne m'ont pas répondu. Donc, j'ai beau m'excuser auprès d'eux, ils ne sont pas capables de venir vers moi. Alors, peut-être qu'à un moment, ça viendra. Je laisse vraiment la patience et la paix, la vraie paix, advenir. Et moi, mon plus grand souhait, c'est qu'on soit dans une certaine forme de paix civile et qu'un jour, on soit en paix. Oui, mais tu sais comme moi, d'abord je vais rappeler à nos auditeurs... Mais bon, je suis très idéaliste, on va me dire. Oui, mais je vais rappeler à nos auditeurs quand même quelque chose de très important concernant ton actualité. Oui. Effectivement, je le salue par ailleurs, Mike Borowski, tu avais interviewé avec une infirmière très courageuse, Elodie Cazobey, voilà. Et alors je vais quand même rappeler à nos auditeurs que tu as subi 3 gardes à vue en 2021. Tu as été condamné à un appel à 6 mois de prison avec sursis pour avoir publiquement mis en cause en septembre 2021 le directeur de l'ARS Occitanie et le ministre Véran au sujet des risques cardiovasculaires. Je rappelle que c'était au sujet des risques cardiovasculaires, myocardite, hypertension artérielle, liés au vaccin contre le Covid. Donc, ont été reconnus officiellement par l'Agence du médicament. L'ANSM a reconnu dans ses rapports qu'ils appellent ça un signal confirmé
Donc, le lien de cause à effet entre les vaccins du Covid et les myocardites et l'hypertension artérielle ont été reconnus. Donc ça, c'est dantesque aussi. Hein. C'est pour ça que je veux venir et pour dire aux auditeurs que c'est un jugement politique et donc un jugement criminel, puisque tout à fait arbitraire. Et puis, bon, en même temps, j'avais parlé d'Élodie Cazobier pour lui rendre hommage en tant que courageuse infirmière. Elle a subi 48 heures de garde à vue, menottée en 2022 pour avoir tenté de protéger des patients des graves conséquences des vaccins Covid, je dis bien des vaccins Covid, en réalisant de faux vaccins et de faux certificats. C'était important de le rappeler pour qu'on situe le contexte, parce que toi, tu as payé le prix, tu as payé de ta personne, contrairement à beaucoup d'ableurs. Tout à fait. Mais tu vois, rien que sur la mortalité, tu vois, moi, les chiffres de Michel Procureur et ceux que tu as cités, je ne les connais pas au niveau mondial, mais au niveau France, déjà, moi, j'avais compté les rapports ANSM sur la mortalité des vaccins Covid. J'étais arrivé peu ou prou en mars 2022 à 2000 décès recensés à cause de tous les vaccins, donc Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson. Donc, il fallait s'amuser à additionner. Et plus de 45 000 effets graves. Hein. Alors, pour revenir... Donc, ça, c'est... Je finis juste... Et donc, dans les 2000 décès, bon, mais bien sûr, c'est sous-déclaré. Et ce qui a été vraiment... Donc, ils ont commencé à vacciner en janvier 2021 et de manière massive à partir de juillet 2021, en particulier la population jeune qui n'avait pas de risque de tomber malade du Covid. Et ce qui s'est passé en 2022, et ça, c'est les chiffres de l'INSEE, il y a une augmentation, pour faire très simple, de 10% de mortalité. Il y a une augmentation de mortalité de plus 10% en 2022 par rapport à 2021, c'est-à-dire plus 60 000 décès. Wow. Donc, entre 2021 et 2022, on a une augmentation de 60 000 décès en France, qui est liée à la poudre de perlimpinpin. Ben non, il y a eu officiellement 40 millions de gens qui ont eu 3 doses. Et dans ceux qui avaient eu 3 doses, ça c'est un des chiffres que j'avais amené, il y avait 50% des décès qui étaient des gens sans antécédents, sans aucune comorbidité. Donc la seule cause de décès qui restait, c'est l'injection. Et ça s'appelle un agent de cause externe de morbimortalité. C'est comme quand on te tire avec une balle, c'est un agent de cause externe de morbimortalité. Quand on te plante un couteau, c'est un agent de cause externe de morbimortalité. Quand on te plante une aiguille ou on t'injecte un produit dedans, c'est un agent de cause externe de morbimortalité. Alors, ce qui est quand même... Donc, c'est très lourd comme propos, mais ça ne veut pas discuter en haut. Hein. Non, mais ils vont être obligés tôt ou tard, puisqu'il y aura tellement de morts, de toute façon. C'est cruel de le dire. Moi, j'ai quelqu'un de très très proche, pour qui j'ai une immense affection, qui a fait 2 crises cardiaques en un temps record, plus un AVC. Donc les causes, 3 doses vaccinales, et en plus de ça, vu son âge, on lui réclame d'en faire une 4e, malgré toutes les conséquences qui ont déjà eu lieu auparavant. Ce qui va se passer, c'est très important, puisqu'on est à la croisée des chemins, dans la mesure où on voit qu'ils veulent absolument nous contrôler à tous les niveaux, c'est bien numérique que financier, pour s'assurer à ce que si on ne rentre pas dans les clous... mais moi, je vais te dire un truc qui est une donnée très factuelle. J'ai eu la chance de discuter avec un directeur de pompes funèbres. Il m'a dit, tu sais, Morad, c'est hallucinant, on a tellement de morts, ça se passe en France, on a tellement de morts qui sont obligés de louer des frigos, d'autres frigos, ou les retenir en chambre funéraire plus longtemps dans les hôpitaux et autres, parce que ils ont des délais, même au niveau des endroits où ils pratiquent la crémation, ils n'ont pas assez donc ils mettent des délais complètement dingues auprès des familles donc là il y a quand même un chiffre que les médias mainstream pourraient aller vérifier, c'est la réalité de ce qui se passe au niveau des pompes funèbres. Ouais, non, mais de toute façon, tu sais, les datas, ils les ont. L'INSEE les a. Ils sortent aucune data sur la mortalité par classe d'âge depuis 2021. Donc, on ne sait même pas, quand il y a plus de 60 000 décès en 2022, quelles sont les classes d'âge concernées par l'augmentation de mortalité. Et très probablement, c'est des populations jeunes, puisque les myocardites et péricardites ont touché de manière beaucoup plus importante les populations jeunes de moins de 25 ans, on va dire très simple.
Ça s'est authentifié par des rapports publics qui s'appellent EPIFAR, qui dépendent de l'assurance maladie. Donc, c'est très grave. Les datas, ils les ont. Ils ne veulent pas les sortir. Moi, je pense qu'ils sont complètement pétrifiés par la peur de la mort physique. Ça, c'est une de leurs peurs. Et aussi par la peur des tribunaux ou de ceci, cela. Donc, moi, c'est pour ça que je leur propose, et je leur tends toujours une perche, de faire la paix, entre autres de lever l'obligation vaccinale de janvier 2018, peut-être qu'on va pouvoir passer à ça, et de faire la paix. Mais juste avant de passer à ça, justement, Ouais. je rappelle que tu as explicité quelque chose de très fort, toi, Denis Agrey, car tu as rappelé quand même que à partir du moment où l'ANSM, les ministres, avaient classé des vaccins sur la liste de substances vénéneuses en septembre 2023, donc comme ils se couvraient tous avec l'aide des magistrats, parce qu'ils ne sont pas ignorés de la loi, tu es le premier à avoir rappelé en France que lorsqu'il y aura un décès, ça sera le médecin envoyé au tribunal. Et d'ailleurs, l'actualité t'a donné raison, puisqu'il y a eu un adolescent victime d'un malaise après avoir reçu une dose de vaccin contre le papillomavirus, donc contre le Gardasil, est mort en fin 2023, et l'enquête de l'ARS avait conclu donc au bon respect de la procédure, et c'est un médecin de 34 ans qui a été placé en garde à vue, est présent au moment des faits, et mis en examen le 6 mars dernier, a annoncé la procureure de la République de Nantes. T'imagines la carrière du toubib de 34 ans aussi, hein, parce que bon, il y a le gamin qui est mort, mais le toubib de 34 ans qu'on fout au tribunal et en garde à vue parce qu'il a vacciné qu'il y a un enfant qui est mort, je peux te dire que c'est un peu la terreur de n'importe quel toubib, c'est d'avoir un enfant ou personne jeune qui décède des suites d'un acte. Donc c'est terrible. Hein. Je pense que ce pauvre confrère, il ne doit pas être très bien dans ses chaussons. Mais là où c'est dégueulasse, c'est que les institutions et les laboratoires savent tout ça depuis des dizaines d'années. Et c'est là où c'est absolument, voilà, tu vois, c'est là où c'est très difficile de les excuser, tu vois. Il y a un autre papier dans 2015-2016, c'est un enfant de 2 ans qui est décédé près de Bergerac, Périgueux, le gamin, il avait consulté en 2015 à l'âge de 1 an aux urgences de Bergerac. Il a été hospitalisé, ils ont cru que c'était un truc infectieux, ils lui ont donné des antibiotiques, ils ont laissé sortir le gamin. Et à 2 ans, donc 1 an après, en 2016, le gamin, il est décédé. Il y a eu une autopsie, ils ont trouvé maladie de Kawasaki, donc c'est une myocardite. Et là, c'est pareil, le médecin qui avait vu 1 an avant aux urgences à Bergerac, il se prend 6 mois de prison avec sursis. Et si on révélait ça, ben, on dédouane le médecin. Et aussi, les parents, ils savent où est la cause du décès, c'est-à-dire le vaccin. Et ils n'ont pas besoin d'incriminer ni l'hôpital, ni le médecin. Donc, moi, je pense que de toute façon, judiciairement, tout ça, à un moment, ça va sauter. Il va falloir trouver tu vois, c'est comme désamorcer une grenade, tu vois. Il faut qu'on arrive à faire ça. Il y a une autre histoire dont j'ai été au courant, parce que tout ça, comme j'ai suivi, il y a un enfant qui est mort dans une crèche, je ne sais plus où, en France, j'ai plus le nom là en tête, il me revient, je crois que c'est vers Chartres. Et donc le gamin, il meurt dans la crèche à 1 an, et donc la personne qui s'occupe, et donc la directrice de la crèche et le groupe de la crèche est mis en cause pour défaut de surveillance du gamin. Mais si on comprend, et j'ai écrit à la crèche, et j'ai eu la directrice de la crèche au téléphone, et je leur ai donné les arguments juridiques. Je leur ai dit, si vous apportez au tribunal que peut-être le gamin, à tous les coups, il était vacciné puisqu'il était en crèche, et que peut-être il avait une myocardite et qu'il a claqué à cause des vaccins, vous êtes plus responsable pénalement. Mais si tu veux, tout ça, ça fait écrouler tout le système. Tu vois, les juges, ils n'ont plus de pouvoir. Quand Denis Agrey y parle, ça les emmerde parce que c'est leur responsabilité, mais ils la font pas, tu vois. Ils ne savent pas aller chercher les vrais responsables. Ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que jusqu'à maintenant, la justice, l'institution judiciaire, a pris parti pour le pouvoir. C'est-à-dire qu'elle a démontré de son manque d'impartialité totale. J'ai eu un échange tout récent avec Louis Fouché, qui est venu dans nos locaux faire un entretien suite à un dépôt de plainte collectif. Et hors antenne, on a un peu discuté. C'est vraiment quelqu'un de très charmant que j'aime beaucoup, très impliqué depuis toujours.
Et il me disait, mais tu vois, Morad, on n'a jamais gagné. C'est-à-dire qu'on a toujours déposé, toujours déposé. C'est 1000 fois argumenté. Ils sont tout Ouais, un groupe à travailler. ouais. Et je lui dis, mais tu sais, oui, il va se passer la chose suivante. C'est que ce que vous faites, c'est hyper intéressant parce que c'est argumenté en droit. C'est-à-dire que c'est pas de la morale, c'est du droit. C'est de Ouais. la réglementation. Donc à partir du moment où, quand ils se sont amusés à collecter toutes les plaintes et acheter ça à la poubelle avec un classement sans suite, Ouais. pour ne même plus voir les cas particuliers. Ils ont fait ça avec les pompiers, ils ont fait ça avec les infirmières, ils ont fait ça avec de rares médecins courageux tels que toi. Le Conseil d'État, bien sûr, une structure que je connais bien pour son manquement à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'était quand même une structure quand même dans le fait qu'elle ait balayé d'un revers de la main des notions de droit aussi essentielles pour la préservation de la vie de nos enfants et de nos aînés. Bon, Ouais. donc pour moi, ça reste, aujourd'hui, je ne cache pas, à se poser la question si ça reste encore une institution viable, parce que cautionner le crime à un tel niveau, mais moi, je te dis de manière très posée, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont fait le choix de ce que j'appelle moi l'ultra-violence. La plus grande des violences, c'est lorsque quelqu'un qui est censé rendre la justice rend l'injustice. C'est la pire des violences, c'est ce qu'on appelle l'extrême violence, au sens même d'orange mécanique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ouais, là, non, mais je sais bien, mais moi je suis extrêmement tendre, donc tu vois, oui, mais moi, je te dis juste je une me pose, chose, c'est que les je te parents, parlerai. les parents qui vont perdre, qui vont enterrer leurs Non, mais enfants je sais tout et ça, qui je vont sais tout comprendre, ça. je sais que tu le sais, mais le problème, c'est que toi et moi, on a du recul par rapport aux événements, parce qu'on en a tellement pris plein la gueule. On a une responsabilité dans ce qu'on fait et dans ce qu'on pense. Moi, si tu veux, là, je vais te montrer un bouquin dont je t'ai pas parlé au début, mais La morale anarchiste de Kropotkin, d'accord? Pour moi, le droit, en septembre 2021, quand j'ai parlé devant l'ARS, ça m'est venu entre autres d'avoir écouté Valérie Bugot et qui parle de la hiérarchie des lois. Et j'ai dit une phrase qui les a complètement, je pense, sidérés, qui leur a fait très peur. J'ai dit au-dessus de la loi pénale, il y a la loi de la nature. Tout à Ma fait. foi, je pense que malheureusement, c'est une vérité vraie. Tu vois, c'est pour renvoyer au film, hein. La vérité est vraie, mon frère. Et là, dans La morale anarchiste, qui devrait pour moi s'appeler La morale humaniste, c'est un bouquin que j'ai découvert il y a 2-3 ans, et il dit qu'on peut se passer des juges et du clergé. Imagine ce que ça résonne dans la tête de plein de gens. Et il dit que les juges, c'est des coquins. Donc, si tu veux, la loi pénale, euh, je pense qu'elle se trouve aujourd'hui confrontée, tu vois, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Et je vais en venir à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire ma radiation. Mon avocate a saisi le Conseil d'État, ma plainte a été enregistrée et on a demandé la suspension de la radiation parce que déjà, ça atteint à ma vie privée et à ma liberté la plus stricte de pouvoir travailler et avoir une rémunération. Donc ça fait 4 ans que je n'ai pas de rémunération, à part 2-3 fenêtres de un mois où j'ai pu bosser. Et, et l'autre chose, c'est que elle a soulevé donc le fait de casser la décision de manière rapide, on va dire, ils n'ont pas voulu parce qu'ils estiment que ils ne sont pas légitimes à dire si ma radiation est une mesure proportionnée ou pas. Donc déjà, les hommes du Conseil d'État, ils sont quand même un peu déconnants, quoi. Hein, tu vois, je veux dire, c'est d'une hypocrisie majeure d'arriver à écrire ça. Et l'autre chose qu'on a soulevée, c'est qu'à l'audience de la Chambre disciplinaire nationale, qui s'est tenue en mai 2024, en fait, c'est une audience de jugement. Hein, et il y a un juge qui est, ce jour-là, incarné par un monsieur qui s'appelle Luc de Repas, on pourra dire un mot sur ce monsieur, qui est un conseiller d'État. D'accord? Et comme c'est un tribunal, en fait, c'est pas du tout une chambre disciplinaire pour aller discuter entre confrères, tu vois. Mais ça, j'ai mis du temps aussi à le comprendre. C'est pas tes potes, c'est un tribunal. Et donc, ils ont l'obligation de signifier à l'accusé que j'étais le droit de se taire. Et le droit de se taire, ils me l'ont pas signifié.
Et le droit de se taire, si on ne te le signifie pas, c'est qu'ils sont en défaut. Le droit de se taire, il est là pour permettre à un accusé de faire, faire jouer la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, c'est la base du droit pénal. Si ma radiation n'est pas cassée, je vous le dis clairement, et que mon droit de me taire et la présomption d'innocence à laquelle j'avais droit à l'audience en mai 2024, à la Chambre disciplinaire nationale du Conseil de l'ordre n'est pas reconnue, eh bien, le droit pénal est mort. Voilà. Mais c'est quand même fou ce que tu es en train de dire. Il faut que les auditeurs s'en rendent compte quand même. Une violation de droit à ce niveau-là, c'est complètement délirant, quoi. Mais c'est très intéressant parce que ça montre, tu vois, moi je pense qu'on va arriver à des choses. C'était très intéressant ces histoires de droit civil et pénal dans lesquelles on a tous grandi, où on vivait en paix et ceci, cela. Mais en fait, derrière, il y a un mensonge institutionnel. Kropotkin, il a écrit ça en 1889. Tu vois. Franchement, allez lire ce bouquin, c'est hyper intéressant. Et il y a des règles dans l'anarchie, c'est pas le chaos. Par contre, en ce moment, c'est le chaos. Et là où je veux en venir, c'est que déjà, moi, j'étais très étonné parce que moi, à cette audience, en mai 2024, j'avais lu des articles sur le droit de se taire. C'est largement argumenté par les pénalistes. Et mon avocat a insisté pour que je parle. Et il m'a mis dans une posture de coupable, de culpabilité. Et ça, c'est dégueulasse. Et ça rejoint aussi des choses qui sont liées à la religion, c'est-à-dire mea culpa. Hein, c'est-à-dire, tu vois, la religion, entre autres catholique, dans laquelle j'ai grandi, mais toutes les religions consistent à dire « j'ai péché ». Ouais, j'ai péché. D'accord, j'ai péché, mais pas toujours. C'est-à-dire que Denis Agré, depuis 2020-2021, effectivement, j'ai mes torts et je les reconnais et je les ai écrites et je vous les représente. J'ai fait des erreurs et je ne veux pas accuser les gens. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on puisse discuter, se serrer la main, faire un geste de paix. S'il n'y a rien qui vient des autres, ben, ça continue, quoi, tu vois. Et le mensonge continue, et ça, c'est très, très malsain. T'as affaire à des monstres sans attache spirituelle, sans attache traditionnelle, sans attache à la vie. Ces gens, c'est des destructeurs de vie. Parce que moi, quand même, ce que je trouve fascinant, c'est qu'encore une fois, un lanceur d'alerte, je préfère te qualifier de lanceur d'avenir, a été victime de la justice qui ne lui a pas assuré ses droits. Donc ça commence à, j'ai envie de dire, ça suffit, ça commence à faire beaucoup. Ouais, mais je pense que tu vois, il faut trouver une porte de sortie. C'est l'histoire. Est-ce que tu en connais une de porte de sortie? Vas-y, t'as une solution? Ouais, non, mais c'est hyper important d'avoir des portes de sortie, moi, je pense, collectivement. Je suis d'accord. Et après, ils en feront ce qu'ils voudront à l'Élysée. Mais ils seront peut-être plus là. Il y a le pape de la Fontaine, il y a le lion et le rat, d'accord? Donc le lion et le rat, le lion il est dans un filet, il se tortille dans tous les sens. Il est mal barré le lion. Hein. Bon, mais il y a le rat, il est passé par là, il lui a ouvert le filet. Et je vais rebondir là-dessus, et c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. C'est génial. Il y a 15 jours, j'ai trouvé dans une boîte à livres un journal de Nexus de janvier-février 2018. Numéro 114. Pas mal. D'ailleurs, si tu fais 4 plus 1 plus 1, ça fait 6. Bon, ça c'est pour la numérologie. Donc le numéro 114 de janvier-février 2018, je fais la pub à Nexus et c'est bien mérité. Et il y a un article qui parle de l'obligation vaccinale rendue en janvier 2018. Si tu veux mettre la petite vidéo... Ah, génial, génial. C'est jouable. Bien sûr, c'est jouable. On la remettra. Ça se présente bien. Ouais, on va la mettre. Ah, c'est celle de mon ami Emmanuel. Dieu est parmi nous. Voilà, c'est le fameux. Alors attends, elle arrive. Voilà, elle arrive. Elle est là. Il y a Jésus, reviens Jésus. Voilà, donc elle est là. Voilà, je vais mettre le son. Je vais la mettre à fond. Et nos auditeurs. Donc je la mets en entier, elle dure 3 minutes 13, d'accord? Ouais. Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin. Parce que d'abord, il faut être toujours très honnête et très transparent. On ne sait pas tout sur ce vaccin comme on ne sait pas tout sur le virus. À chaque étape, on dira tout ce qu'on sait sur l'efficacité. Là, on a des premiers chiffres qui viennent des autorités de santé et des labos. Mais donc,
On doit savoir, à chaque fois, il y a un bilan coût-avantage de la vaccination. Et après, je crois beaucoup plus au travail de conviction par la transparence qu'à l'obligation. Sur des vaccins auxquels on était très habitués pour les enfants, qu'on fait depuis des décennies, on a décidé la vaccination obligatoire en début de mandat. Ça a été un très gros débat démocratique dans notre pays. Ouais. Et on était avec des vaccins qu'on connaissait par cœur. On avait des décennies de recul. Je pense que c'est contre-productif de rendre le vaccin obligatoire sur des vaccins qu'on connaît mal sur une pathologie. Et justement, quand on dit on ne connaît pas tout sur les vaccins, ça peut être aussi quelque part, moi je me dis en tant que citoyen, si on me dit ça, c'est inquiétant quelque part. Est-ce qu'on a tous les éléments aujourd'hui pour rassurer les gens de se dire, bon là, il n'y a pas... Non, on les a pas. Donc on a les autorités sanitaires considèrent... Que font les autorités de santé quand elles autorisent un vaccin ou un médicament? Elles regardent deux choses. Elles regardent l'efficacité et la toxicité. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un médicament, comme d'ailleurs c'est l'origine du terme pharmacon en grec, c'est à la fois le médicament et le poison. Tout médicament, on sait, si c'est mal utilisé, ça a des effets secondaires, ça peut être mauvais. Et donc elles font le bilan et elles regardent est-ce que c'est efficace et au-delà de quel point. Les autorités américaines, elles se sont mis un seuil de 50%. Et est-ce que c'est toxique et qu'est-ce qu'on a identifié? Mais il vient d'arriver, donc là elles disent, pour nous, ces médicaments, le Pfizer-BioNTech, puisqu'il a été autorisé aux États-Unis, elles disent il est plus de 50% des cas, donc plus de 50% des cas efficaces, et il a une toxicité qui ne pose pas de questions. Et ils vont, je pense, dire quels sont les risques et pour qui. Moi, j'ai pas toutes les informations au moment où je vous parle. Ouais. Et donc, c'est ça ce qu'on va faire à chaque fois. Est-ce que vous voyez en France, il y a souvent cette question par rapport au vaccin, vous l'évoquiez il y a quelques instants, d'une certaine forme de défiance qui est très importante dans la population. Je pense qu'on ne répond pas à la défiance par l'obligation. Il y a des personnes qui disent le vaccin, ce sera sans moi. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Je dis, d'abord, n'ayez pas un propos définitif. Ce sera des vaccins. Le vaccin d'avril ne sera pas celui de janvier. Il y a des vaccins qui vont arriver au printemps-été, qui seront faits avec d'autres techniques. Si on nous dit ça, il faut attendre avril pour... Non, d'abord, je vais vous rassurer. Décembre, janvier, février, ce ne sera pas une liberté. Vous ne pourrez pas aller sonner ou appeler une adresse pour avoir le vaccin. On va être obligé, compte tenu de la faible dose et des priorités, d'aller sur des cibles privilégiées et d'aller d'abord vacciner celles et ceux pour qui il y a un intérêt, celles et ceux pour qui c'est le plus sensible. Vous ne pourrez pas, par exemple, si vous, en janvier, vous dites je veux me faire vacciner. Alors. Bon, voilà. Attends, c'est pas tout à fait terminé. Ouais. Non, mais sur les vaccins pédiatriques, juste ça. La vaccination pour toute la population, et à un moment donné, ça a été précisé hier par le Premier ministre, le ministre et le professeur Fischer, ça va arriver dans une phase, je dirais, après. Là, la première phase, il faut déjà organiser la vaccination des personnes qui ont le plus de risques de développer des formes graves et qui ont plus de mortalité. Alors, je rappelle que c'est une vidéo qui est parue. L'entretien date du 4 décembre 2020 chez Brut, l'émission Brut originale, et ça a été déniché par notre cher ami l'Élastique. Lui, il est très fort pour dénicher un peu toutes les déclarations d'antan. C'est moi qui lui ai envoyé. Alors, bravo à toi, mon cher Denis, parce que toi aussi, tu es un sacré dénicheur. Mais non, mais c'est hallucinant, non, là. C'est hallucinant. Hallucinant. C'est dantesque, mais c'est un un peu rigolo et c'est aussi triste. C'est-à-dire que déjà, tu vois à quel point... Moi, tu sais, je suis... Ouais, on peut être un peu imposteur ou hypocrite, mais la responsabilité que tu as en tant que président pour driver la santé, tu vois. Le mec, il n'est pas tout bib. Bon, voilà. Il dit des choses, la conviction par la transparence. Ben, c'est ce que j'essaye de faire depuis 4 ans. J'ai écrit au moins 3 fois à l'Élysée. Ils ont du mal à me répondre et à me recevoir. Mais peut-être qu'à un moment, ils vont se dire que c'est intéressant. Et puis, il dit, je n'ai pas toutes les informations au moment où je vous parle. C'est ça qui est fascinant. Et ce qui est assez marrant, tu vois, il parle de grands débats démocratiques pour l'obligation vaccinale en janvier 2018. Moi, j'étais médecin, j'étais praticien hospitalier en santé publique et médecin urgentiste à l'hôpital de Gap en janvier 2018. Je n'ai jamais eu le moindre questionnement, même dans ma profession, ni par l'ordre des médecins, sur êtes-vous pour ou contre l'obligation vaccinale en janvier 2018, courant 2017. Et je vais même te dire, tu sais, moi, à cette époque-là, j'étais convaincu que les vaccins, ça protégeait des maladies. En 2018, j'avais mon dernier enfant, il avait 2 ans. Sa maman, et ça m'est venu récemment, enfin il y a quelque temps, m'a posé la question à l'époque, est-ce que tu trouves normal cette obligation vaccinale? J'ai dit, ben oui, c'est normal, j'ai vacciné mes 2 autres enfants. Le 3e, il y a eu droit aussi, tu vois. Et je ne me suis pas posé la question. Donc, collectivement, le corps social médical,
on est 200 000 toubibs, on a une responsabilité. Moi, je sais qu'il y a une quantité gigantesque de médecins qui ont compris les risques des vaccins, mais ils n'en parlent pas publiquement ou alors en catimini dans les couloirs. Donc ça, c'est une grosse erreur du corps médical de ne pas aller jusqu'au bout du truc. Et ça participe au bordel. L'autre chose que je veux amener dans le truc, que je trouve hyper intéressant, donc j'en reviens à l'article de janvier de 2018 de Nexus, et à la fin de cet article qui parle de l'obligation vaccinale, qui dit qu'il y a des pays où ils ont voté contre, notamment en Suède, je crois, où il parle de la Roumanie, où ils ont manifesté très fortement contre cette obligation vaccinale, mais nous, les Français, on est restés sous la soupe Pasteur-Mérieux, et personne, il y en a qui ont manifesté, mais apparemment, c'est pas monté. Et à la fin de cet article, il cite Trump, qui en novembre 2017 a recruté son ministre de la Santé, il s'appelle Alaz, je crois, qui était un ancien de Lilly USA, c'est un gros laboratoire. Donc il recrute à ce moment-là un ministre pro-vax. Et maintenant que Trump revient, il recrute un ministre anti-vax. Donc moi, je trouve ça absolument génial d'être tombé là-dessus. Et je me dis que, on peut changer d'avis, on peut se planter, même en étant Trump, et qu'à un moment dans son histoire personnelle, les choix sont en train d'aller vers autre chose. Et je vais dire un gros mot, mais il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Tout à fait. Donc on verra si là-haut à l'Élysée, ils restent cons, mais ça leur appartient. La connerie est humaine. Macron l'a dit aux Gilets jaunes, la bêtise est humaine. Bon, on va voir s'il est bête ou s'il est un peu intelligent. Mais maintenant, ça leur appartient. Parce que vraiment, tu vois, rien que ce soir, on aura dit un paquet de choses et il va falloir qu'il la joue fine quand même. Parce que les gens, ils sont en colère. Les gens, ils n'ont plus de sous. Il y a des milliers de soignants. Hein. Mon histoire, et ça, c'est l'histoire de la quenelle, tu vois. On peut en arriver là. Il y a des milliers de soignants et je suis allé voir Dieudonné dimanche dernier à Paris parce qu'il faisait un hommage aux soignants suspendus et j'ai fait un rapt de quenelle. Je vais vous raconter l'histoire du rapt de quenelle. Mais il n'y a que toi pour faire ça. mais c'était là, c'était pas possible autrement. Donc je vais vous raconter ça, mais juste pour dire que en France, il y a des milliers de soignants et de pas soignants qui ont été foutus à la porte de leur métier. Et quand j'entends encore des gens dans le train dimanche, j'ai eu une discussion avec une contrôleuse de train de la SNCF qui me dit mais les gilets jaunes, ils travaillent pas, nana. J'ai dit mais pardon, mais madame, mais vous avez un boulot? Vous faites quoi là dans le train? Vous scannez les gens avec des téléphones? C'est dur votre boulot, vous pouvez critiquer. Mais ceux qui n'ont pas de boulot, c'est pas en traversant la rue qu'ils ont du boulot. Moi, je suis médecin, ça fait 4 ans que j'arrive pas à trouver du boulot. Donc les gens, je veux dire, l'État, les médias arrivent à diviser la population, c'est des enflures. Et il ne faut pas oublier toute la souffrance qu'il y a. Et ça, pour moi, c'était extrêmement important d'aller à Paris, parce que Dieudonné, médiatiquement, il a dit qu'il soutenait les soignants, et j'y suis allé pour vivre ça. Voilà, donc je peux vous en parler un peu. Juste avant que tu en parles, moi je suis très sensible à la cause des Gilets jaunes, et je rappelle toujours, dès que je le peux, toute mon amitié, ma fraternité humaine à l'endroit des Gilets jaunes constituants, parce que je les ai toujours trouvés à mes côtés lorsqu'il a fallu lutter contre la pédocriminalité. Ils ont été d'une fidélité sans faille. Ils se sont bien gardés des ragots qu'on racontait contre moi, contrairement à d'autres qui se disent de la dissidence, et ça les gardait de s'exenter du courage et des actions que je menais, vu que c'est des lâches. Mais en tout cas, les Gilets jaunes constituants, je leur dis même tout mon amour. Et par rapport à cette question de travail ou pas, il faut savoir que ça a été le massacre des classes populaires. Et c'était tous des gens qui travaillaient, parce que je rappelle à si elle nous écoute, cette contrôleuse de la SNCF, qu'en l'occurrence, ils étaient partis manifester parce qu'il fallait faire les pleins d'essence, et que l'essence à l'époque avait augmenté, je crois, jusqu'à 1,40 €. Aujourd'hui, c'est presque à 2 €. Voilà, c'était des braves gens qui se réveillaient le matin, monsieur et madame, pour aller travailler et donner un avenir décent à leurs enfants. Je peux comprendre que elle se pense un peu bourgeoise, sauf qu'aujourd'hui, c'est cette classe dite médiane
qui est littéralement en train de souffrir et qui touche effectivement des corps libéraux, énormément le monde entrepreneurial, petites et moyennes entreprises, énormément le monde libéral. On voit aujourd'hui, même dans les métiers comme les avocats, il faut savoir que plus de 50% à Paris n'arrivent pas à payer. Les avocats n'arrivent pas à payer leurs charges dévolues chaque année au Conseil national des barreaux. Donc c'est vrai et je rappelle qu'en France, il y a 12 millions de pauvres et 9 millions qui dépendent de l'aide alimentaire directe. On est un des pays les plus riches du monde. Et comme je dis, la France est un pays immensément riche. Donc, où va l'argent ? C'est-à-dire que si des gens sont pauvres, c'est qu'ils le sont artificiellement en raison de la politique menée par nos gouvernants, qui sont effectivement des marionnettes au service de l'oligarchie financière, car ils leur permettent, surtout à des fonds de pension étrangers, de se gaver sur la sueur des Français. Je voulais absolument dire ça, mais il y a une chose sur laquelle je voulais venir. Comment tu ressens, toi, Denis Agrey, le fait que la France, qui est quand même le pays où a été écrit les droits de l'homme, je précise, pas où sont pratiqués les droits de l'homme, puisque la France est régulièrement condamnée à la CEDH, en l'occurrence, étant fiché S, j'en sais quelque chose. Comment toi, tu vis le fait qu'on t'ait dénié ce droit de te taire et que tu n'aies pas eu le droit à ta présomption d'innocence ? Comment tu le ressens Je pense qu'à un moment, j'espère que ça viendra. Tu vois, rien que mes 6 mois de prison avec sursis, c'est en appel depuis septembre 2022, donc ça va faire plus de 3 ans que j'attends une audience. Évidemment, il y a une partie de moi qui dit c'est injuste, parce que c'est injuste. C'est injuste. Et il y a une partie de moi qui dit c'est ok mon gars, il y a un truc à vivre. Et tu vois, ça c'était c'était l'époque du siècle des Lumières. D'ailleurs, il y a une vidéo de Macron qui hurle au siècle des Lumières. Je dis c'est le siècle des Lumières numéro 2. Il faut allumer les bonnes lumières, on va dire. Mais c'est des moments. En fait, tu vois, sur les Gilets jaunes, moi c'est marrant parce que j'étais encore salarié de la Fondation Partage et Vie. J'avais un métier on va dire de bourgeois. J'avais 6 000 balles par mois, je mettais le costard. J'étais allé faire plein de réunions à Paris, à Dinard, en Martinique pour soutenir un centre de convalescence, de rééducation d'obésité en Martinique. Et quand j'étais en Martinique, c'était en plein dans le boom des Gilets jaunes. Et j'ai écrit un texte que j'ai encore là, tu vois, dans un carnet. Moi, je pense que je le lirai, tu vois, mais il est là, tu vois. Je ne sais pas si je vais mettre la main en 2 secondes dessus, mais j'ai écrit un soir, parce que j'étais brûlant, j'étais chaud bouillant de faire une vidéo à Macron, tu vois. Et ça, je lui disais un truc, mais en fait, la France, vous ne pouvez pas faire ça parce que la France, c'est un pays solidaire et vous n'y arriverez pas. Voilà, en gros, le résumé de mon propos. Je ne sais pas si je vais le retrouver dans un petit truc, mais je n'avais pas préparé de vous parler de ça. Mais... Donc, la solidarité et la fraternité en France, c'est un des piliers de ce qu'on vit. J'aime à rappeler que sur nos frontons, il y a écrit liberté, égalité, fraternité. Et la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Il faut arrêter de voler 71 milliards avec les vaccins et dire France travaille, non, c'est France chômage. Voilà. Donc voilà comment je vis tout ça. Mais moi, je le vis en tant que père de famille, je le vis en tant que fils de parents qui me voient déchu de mon métier et qui se sont investis toute leur vie pour que leur fils réussisse et qu'il soit médecin. Je le vis en tant que neveu de Jean-Louis Auger qui... dans cette histoire, a été le premier à tester ses copains dans les quartiers de Saint-Tropez en 2020 et que il m'a dit Denis, ça c'est un truc que je peux vous la citer, mais Jean-Louis, parce que dans mon histoire, qui sans doute a beaucoup dérangé le pouvoir là-haut, mais peut-être qu'il y a une porte de sortie aussi, j'ai eu l'outrecuidance ou la folie de faire des vidéos pour me présenter comme président de la République. J'en ai parlé à mon oncle à l'époque et il me dit la chance sourit aux opportuns. J'ai trouvé ça assez marrant que mon oncle valide ça, tu vois. Alors que je lui parlais des tests PCR qui me disaient que c'était fiable, il m'a dit oui, mon neveu, vas-y, présente-toi comme président. Pagnol disait que l'ambition, c'est la richesse des pauvres. Ouais, voilà. Bon, tout ça pour dire quoi ? Je vous parle de ça, là. Vas-y.
C'était un moment assez particulier. Je suis allé parce que déjà on m'a invité. C'est des proches de Dieudonné qui font partie du staff qui m'ont dit viens Denis, il y a les quenelles, machin, tu seras nominé, ceci, cela. Et entre autres pour soutenir aussi tous les soignants suspendus qui sont toujours pas réhabilités. Voilà. Et donc on arrive à la section catégorie Hippocrate pour récompenser les médecins. D'accord ? Dieudonné prend la parole et il cite l'émérite professeur Raoult, Christian Perron et Jean-Marc Sabatier. Alors, il a oublié de dire Denis Agré. Donc, Raoult et Perron n'étaient pas là parce que pour Perron et Sabatier et Raoult de se présenter à côté du Dieudonné avec l'image qu'il a, tu sais, comme ils tiennent tous à leur image, ils n'osaient pas aller à côté de lui. Et même Jean-Marc Sabatier, ses avocats lui avaient dit non, surtout, il ne faut pas aller se présenter devant Dieudonné parce que pour tes histoires de directeur au CNRS, parce qu'il est emmerdé aussi, c'est mieux que tu n'y ailles pas. Donc, il n'y avait personne pour récupérer la médaille. Donc, comme je suis médecin et que j'étais là, et que j'ai un peu des couilles, et que je suis un peu, je l'ai dit à la caméra, hein, je suis un peu un électron libre, je suis monté sur la scène et Diodo m'a filé le truc en me disant « tu l'as mérité presque ». Bon, le presque, il était peut-être mal placé de sa part. Je pense que c'était mérité. Bon, c'est un humoriste, c'est un humoriste. Ouais, non, mais c'est un humour, on a rigolé et tout. Je vais la rendre à Jean-Marc, vous inquiétez pas. C'est pour ça que je dis j'ai fait un rapt de quenelle. D'ailleurs, c'est écrit, son nom est écrit dessus. C'est écrit Jean-Marc Sabatier. Ouais, il y a le nom là. Jean-Marc Sabatier, voilà, catégorie Hippocrate. Voilà, donc on va la rendre à Jean-Marc, mais c'est marrant parce que quand même, il devrait quand même dire qu'il n'est pas médecin un jour. Même s'il est directeur de recherche au CNRS, il a tout le mérite. Mais il a fait, petite parenthèse, que je salue Jean-Marc, je salue, parce que ce sont des amis, Dr Perron et Jean-Marc Sabatier. Jean-Marc Sabatier, on a eu à faire un numéro de Nexus, il a d'ailleurs été invité aussi dans ce sens. Il a fait un énorme travail pour expliquer que la vaccination des animaux, concernant ce qui était consommé, pourrait se retrouver éventuellement chez les personnes... Ça va un peu loin, mais bon. Mais voilà. Why not. On va dire que, en tout cas, ça se tient. Pour finir sur la quenelle, moi, une des choses que j'ai dites, et je le redis publiquement, et j'aimerais beaucoup qu'à un moment, Jean-Marc Sabatier, Christian Perron, Louis Fouché, Didier Raoult, pour citer que les plus, entre guillemets, connus, parlent de la liberté vaccinale et qu'on casse l'obligation vaccinale de janvier 2018, qui est un pass sanitaire déguisé pour amener les enfants à la crèche ou à l'école. Il est plus possible de discriminer les parents et les enfants non vaccinés pour les amener à l'école. La fonction des vaccins, en théorie, c'est de protéger des maladies. A priori, ça marche moyen. Vous voyez, même Macron le dit, il dit aux États-Unis, l'efficacité, c'est 50%. Donc l'inefficacité, c'est 50% quand même. Donc on peut bien imaginer qu'il y a la moitié des gamins les parents qui puissent faire le choix de ne pas faire vacciner leurs gamins, vu que c'est inefficace à 50%. Je rappelle, Denis, quand même que dans ce cas précis, il y a eu des mamans françaises qui ont dit et qui ont motivé le fait qu'ils ne voulaient pas mettre leurs enfants à l'école parce qu'on les obligeait à les vacciner, qui sont retrouvés devant des juges aux affaires familiales qui leur ont retiré leurs enfants. Et je dis à ces juges aux affaires familiales que se sont comportés comme de véritables criminels, car enlever un enfant, un parent aimant, pas toi, je parle aux auditeurs, parce que toi, je sais que tu sais, mais je rappelle quand même à nos auditeurs qu'il y a une organisation criminelle qui se fait via les tribunaux, qui consiste à enlever, entre guillemets, légalement, les enfants à leurs parents aimants. Voilà. Donc, je le tiens à le dire. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que, quand même effectivement, il y a plein de gens qui m'ont témoigné qu'ils avaient des menaces du médecin généraliste, de la pédiatre, du directeur de crèche, ou de l'école, du directeur de l'école, pour leur faire un signalement. Ça s'appelle information préoccupante auprès de la PMI ou de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, moi, si tu veux, au bout d'un moment, d'écouter tout ça, et je vous incite vraiment à le faire si vous êtes dans ce cas-là. Déjà, osez dire au directeur que, il y a des risques graves, notamment de myocardite et de décès avec les vaccins pédiatriques. C'est dans le rapport de la NSM de 2024, donc allez le lire et montrez-leur. Et s'ils sont toujours menaçants, vous prenez leur nom,
et vous prenez leur nom au directeur ou au médecin. Vous allez à la gendarmerie, vous déposez plainte pour abus de faiblesse. L'abus de faiblesse, on peut lire rapidement la définition si vous voulez, et pour mise en danger de la vie d'autrui, parce qu'on va vous faire courir un risque de mettre en danger la santé de votre enfant. Donc voilà, c'est très grave, quoi. Merci à toi de donner des solutions, parce que c'est important. Évidemment. C'est hyper important. Il y a beaucoup de parents qui sont démunis et à qui on ne le dit pas. Je vais te lire, c'est sur le site de servicepublic.fr. Là, tu m'entends ? Oui, parfaitement. Je suis sur une autre page internet. Abus de faiblesse. Qu'est-ce que l'abus de faiblesse ou l'abus d'ignorance ? L'abus d'ignorance, c'est effectivement parce que les parents, maintenant, c'est eux qui sont au courant, mais c'est les toubibs qui sont ignorants. Ce délit existe si 3 éléments sont réunis. Vulnérabilité de la victime. Oui, quand on est parent et qu'on vous menace de faire une information préoccupante pour que vous ne parlez pas bien français, vous êtes vulnérable. Abus commis par l'auteur des faits. Donc, le médecin, il abuse de son pouvoir. Préjudice subi par la victime. Si on lui retire son enfant ou qu'on lui signale à la PMI ou à l'ASE, c'est un préjudice. Donc, c'est de l'abus de faiblesse. Et en plus de ça, quand vous allez un peu dans la définition, je ne sais pas si vous voulez vous le trouver, mais en gros, ils vous disent que ça s'assimile à des mesures sectaires. C'est-à-dire que c'est clairement l'emprise des sectes sur des gens qui sont faibles fonctionne comme ça. Alors, c'est dur, quoi, de dire ça. C'est horrible. Et puis j'espère que tous les noms que tu as cités, effectivement, d'abord moi je voudrais quand même dire une chose qui me paraît essentielle, et nos auditeurs ont à te connaître, mais ils te connaissaient déjà pour beaucoup, mais parce que tu es quand même connu à travers les réseaux sociaux, mais je trouve que ça manque de solidarité et de soutien à l'endroit de ceux qui passent sous les fourches caudines de la justice arbitraire et illégale, parce que vraiment, là, je voulais vraiment que les auditeurs saisissent le fait que toi, aujourd'hui, l'État, l'institution judiciaire t'a enlevé ta présomption d'innocence, t'a enlevé ton droit de te taire, et ça, c'est d'une gravité sans nom, parce qu'on ne peut plus se dire un État de droit lorsqu'on commence à avoir de tels agissements, et c'est pour ça que ça reste, à mon sens, la plus grande des violences, lorsqu'un magistrat, quelqu'un à qui on donne autorité pour rendre la justice, commet l'injustice. Je voudrais, sur les 5 dernières minutes qui nous restent à peu près, dire 2 choses. C'est que on mettra en lien ton site internet parce que tu es quand même extrêmement prolixe. Je trouve que ce qui fait aussi ta force, c'est ta prospective, c'est-à-dire que tu as cette capacité à faire les liens et à nous montrer vers quoi on tend. Et je pense on vit une urgence aujourd'hui à réagir au plus vite. Et moi, je vois au quotidien, il y a de plus en plus de gens qui font le choix d'essayer de s'extraire de la réglementation délirante, parce qu'aujourd'hui, tout est inversé. Moi, je vois de plus en plus, par exemple, de mamans. J'en parlais avec notre ami Jérémy Mercier, ça a été le cas de sa chair et tendre, qui a accouché à la maison avec l'aide d'une comment on appelle ça déjà, une sage-femme. Une sage-femme, merci, à domicile, parce que ça évite toutes les histoires de vaccins et autres, enfin bon bref, dès la naissance, qui pour moi, on emmène les enfants, les nourrissons, ils parlent pas encore, donc ils ont même pas les mots pour dire leur douleur, c'est que des cris, mais on veut tuer nos enfants dans ce pays, et ça, j'ai de plus en plus de mal à cautionner les criminels au pouvoir, et les criminels en robe noire qui les soutiennent. Tu as parlé, je voudrais conclure parce que je voudrais faire un coucou de choses sur les Gilets jaunes. Je tiens à rappeler à nos auditeurs, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, que ceux qui les ont massacrés, c'est les tribunaux, donc des juges. Je rappelle qu'il y en a eu plus de 400 qui ont été mis en prison ferme, 600 avec mandat de dépôt, 600 sans mandat de dépôt, plus de 1000 et quelques avec des peines d'intérêt général. C'est-à-dire qu'ils ont pris des peines plus importantes que les pédocriminels. Voilà. Donc à un moment, non, mais c'est là où il y a un énorme problème. Faut se poser la question de savoir si défendre ses droits pour aller travailler, pour aller vivre, pour sauver ses enfants et leur donner un avenir digne, c'est au niveau des tribunaux considéré comme beaucoup plus dangereux que quelqu'un qui viole un enfant. Voilà. Alors on me dira non mais monsieur Latta, vous exagérez. Non, les chiffres du ministère de la Justice, c'est 3%
des pédocriminels qui vont aux assises. Hein, et on a mis en place l'agression sexuelle pour correctionnaliser les crimes contre les enfants. C'est un sujet que je maîtrise suffisamment, donc je suis prêt à en débattre avec les autorités qui voudraient me démentir. Alors, il y a un truc que tu as rappelé qui est très important. Tu as parlé tout à l'heure des Antilles. Je voudrais vraiment les saluer dans ces 5 dernières minutes pour une raison très simple, c'est que pourquoi je les salue, Dieudonné est à moitié entier, on va dire aussi, mais je pense à mon ami Claudie Séard et autres qui... Les Antillais en France, il faut que nos amis français comprennent que les Antillais d'abord sont des Français, comme les Polynésiens, comme les Guyanais d'ailleurs, comme ceux qui, enfin les Kanaks, bon bref. Ce que je veux dire, c'est très important, c'est qu'à ce jour, et je le dis publiquement, les Antillais ont fait preuve d'un courage exceptionnel et d'exemplarité dans la défense de nos droits, aussi bien lors de la crise des Gilets jaunes, aussi bien lorsqu'il y a eu le Covid et les vaccins, aussi bien aujourd'hui contre la cherté des prix. Et l'État français leur a fait payer très cher. Je tiens à rappeler quand même qu'on donne, dès qu'il verse une larme, 1 milliard à M. Zelensky, alors que pour rétablir le réseau d'assainissement d'eau aux Antilles, c'est 550 millions. Et bizarrement, c'est toujours pas versé. Et on laisse nos frères antillais avoir du mal à consommer de l'eau potable. Alors que ce sont des Français. Deuxièmement, il y a eu l'histoire du chlordécone. Je veux dire, le fait d'avoir mis ces pesticides dans le cadre de la culture de la banane fait qu'aujourd'hui, il y a un nombre sidérant de ces cultivateurs qui ont le cancer de la prostate. La justice française s'est montrée d'une honte absolue et les a traités comme on aurait pu les traiter, non pas au temps du colonialisme, mais au temps de l'esclavage. Donc je tiens à dire à nos frères antillais tout l'amour que j'ai pour eux, vraiment, et je pense que je ne suis pas le seul parce que ce sont des cas d'exemplarité. Et quand Emmanuel Macron fait état de la défense d'un soi-disant, d'un écrivain algérien, franco-algérien, il se garde bien de mettre dans le même temps en prison française un leader kanak et un leader antillais en prison. Non, mais bon, tout ça, effectivement... Non, mais pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis ça ? Je vais en venir à un de tes articles. Et parce que j'ai eu la chance d'inviter ici un homme exceptionnel qui est d'origine antillaise, qui est Thierry Cabil, qui est pour moi bien plus grave que l'affaire Dreyfus. C'est l'affaire Thierry Cabil. C'est un des cas en France d'une gravité sans nom. On a un homme, une famille, qui ne sait pas où est enterrée sa mère et son frère depuis plus de 25 ans, lié à un trafic d'organes. Il sera l'invité prochainement avec son avocat en live chez Nexus. Et il a été un des premiers à avoir fait un travail colossal depuis plus de 24 ans sur le trafic d'organes. Il a été invité dans des organismes internationaux. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que je découvre un de tes articles sur le trafic d'organes. J'ai presque envie de qualifier à la relecture de ton article la honte dans la honte. C'est fou et c'est incroyable puisque tu décèles à travers un article du journal Le Monde qu'un docteur, le docteur Sraer, a toute une équipe comme ça qui s'est mise en place et qui fait du trafic d'organes dans les hôpitaux. Tu peux nous en dire un mot ? Parce que je voudrais vraiment t'entendre là-dessus. Je vous montre notre totem, ça c'est pour la paix et l'amour. Ouais, ça, bravo. C'est pour repousser le mal. Soit dans le cœur. Une histoire incroyable, c'est encore l'histoire des vaccins du Covid. En juin 2022, il y a Séverine Saris, qui est la femme d'un ami cher d'enfance, qui, après 2 doses de Pfizer, s'écroule sur la plage du phare de Marseille, après avoir fait la course de Monte Cristo. Elle a 2 enfants, et comme on est très prompte dans ces courses, elle est réanimée, intubée, ramenée en réanimation, et quelques jours après, déclarée en mort encéphalique. Donc, comme dans toute cette culture du don de soi, on nous a enseigné, moi y compris, que le don d'organes, c'était quelque chose de formidable. Jusqu'à juin 2022, j'étais pour le don d'organes. Aucun problème. J'avais ma petite carte de don d'organes. J'ai tout fait dans mon métier d'urgentiste pour favoriser le prélèvement d'organes quand il y avait des morts encéphaliques.
Et tout ça est très bien géré par l'agence de biomédecine, nous dit-on, pendant nos études de médecine, avec un logiciel qui anonymise le donneur et le receveur avec un logiciel CrystalNet. Et toutes mes connaissances ou mes fausses croyances se sont écroulées grâce à cette histoire de Séverine, à qui on a prélevé ses organes. Et du coup, je suis allé chercher, écouter, lire sur le trafic d'organes, qui est clairement une activité publique. Vous tapez trafic d'organes dans Wikipédia, vous allez lire, c'est stupéfiant, et l'Europe et la France y participent. Et donc, mon article qui s'intitule donneur d'organes versus don d'organes versus trafic d'organes. On mettra en lien. Et vous l'avez sur mon site internet. Et je suis tombé sur un article stupéfiant du Monde qui date alors certes c'est vieux, qui date de 1993, où on nous dit que l'enquête menée par l'Inspection générale des affaires sociales sur les transplantations d'organes dans les hôpitaux parisiens a mis en lumière une série d'infractions à l'hôpital Tenon. Il apparaît notamment que l'un des chefs de service de néphrologie, le professeur Jean-Daniel Straher, n'a pas respecté la loi sur le prélèvement d'organes. Selon France Transplant, ce médecin ou ses collaborateurs signaient eux-mêmes les certificats de décès des personnes hospitalisées. Donc déjà, ça c'est... Ils décèdent et après ils prélèvent, et en situation de coma dépassé, et les organes prélevés pouvant ensuite être greffés par d'autres praticiens sur les patients inscrits sur la liste d'attente privée, on va dire, du docteur Straher. Et il parle d'un réseau en toute illégalité, incluant les hôpitaux Trousseau, Saint-Antoine, Beaujon, Rothschild. Donc ça, c'est quand même, tu as juste envie de vomir de voir ça. On nous a expliqué pendant les études, le donneur et le receveur, il fallait surtout pas qu'ils se connaissent parce que de manière éthique, il fallait qu'ils vivent chacun leur vie et que jamais ils se retrouvent dans les bras pour se remercier. Il y a un film qui est stupéfiant qui s'appelle The Island, oui, où il y a une séquence où il y a un noir qui se réveille sur la table d'opération, il essaye de fuir, où on va lui prélever un foie pour un milliardaire qui a besoin d'une greffe de foie. Et à travers cet article du Monde, on comprend, et c'est d'une ignominie, mais ce gars, ce Straher et ses autres collègues, à mon avis, ils n'ont jamais été inquiétés ni par l'ordre des médecins, ni devant la justice. Et tu vois, ça fait 20-30 ans, mais quand tu comprends qu'il y a des listes de donneurs et de receveurs privés, et que des milliardaires qui, eux ou le petit neveu, ah merde, ça a bugué, je sais pas si tu es encore là. Non, je t'entends. Il n'y a plus mon image. Mais non, mais on t'entend. Voilà. Si le petit neveu ou le cousin ou le fils a besoin d'un rein ou d'un foie et qu'on verse 1 million en bitcoin ou autre compte offshore pour que le gars qui est mort en mort encéphalique, après, entre autres, avoir eu des vaccins Covid, parce qu'il y a un paquet de jeunes qui meurent bizarrement, et du coup, c'est plein de bons organes tout frais. La seule connerie qu'ils n'ont pas pensé, c'est que les organes qu'ils vont prélever sur des gens qui ont reçu les vaccins du Covid, ils vont recevoir des organes tout frais avec des protéines spike, avec des cœurs avec des myocardites, avec des reins probablement avec des vascularites sur les vaisseaux et donc des néphrons et des reins abîmés. Et j'ai fait de la bibliographie, et vous avez aussi ces liens sur Twitter, dans mon article sur les trafics d'organes, où les receveurs d'organes de gens vaccinés ont plus de rejets. Ça serait donc, si tu veux, on va toucher du dur. Je vais toucher du dur. Et l'ignominie de penser et de voir dans un article du Monde que il y a des professeurs, des PUPH, des professeurs universitaires praticiens hospitaliers, qui déjà, en ayant un double salaire universitaire et de la fac de médecine, et ils sont au moins à 20 000 balles par mois, et en plus derrière, ils arrivent à vendre des organes. C'est abominable. Et encore dans l'horreur, j'ai mis aussi le lien, les attentats de Nice,
où les gars se font percuter par un camion. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire une autopsie sur un gars qui s'est fait percuter par un camion. On sait qu'il est mort d'un traumatisme crânien, d'un traumatisme de la rate, d'un hémothorax. Ils ont prélevé 173 organes qui ont disparu, où il a fallu que les gens demandent les organes. Alors, figure-toi, ça sera notre conclusion. Tout ça, c'est... Voilà, tu te dis, mais c'est qui ces gens, quoi ? C'est des monstres qu'on a au pouvoir, et on voit qu'à tout niveau, quel que soit le sujet concerné, je veux dire, de l'alimentation, au trafic d'organes, trafic de drogue, tous les trafics, ces animateurs de la haine, et de la haine d'abord des Français, mais surtout de la vie. En tout cas, moi, je tenais vraiment 1000 fois à te remercier. Concernant l'affaire de Nice, il faut que tu saches que j'ai l'entièreté du dossier concernant les attentats de Nice du 14 juillet 2016. Donc là, tu sais que, bon, voilà, à partir de fin juillet, je vais me consacrer davantage. J'aurai une autre étiquette, celle du président de l'Alliance pour la France, où effectivement... le lien du site est sur mon compte Twitter. 1 € l'année sans condition, puisqu'effectivement c'est la recherche du nombre. Moi je sais qu'on atteindra facilement plus de 100 000 personnes, et à ce moment-là vous me donnerez la chance de pouvoir sortir tous les dossiers concernant ces criminels que nous avons aujourd'hui au pouvoir, qui s'assurent en tout cas de nous tuer, nous et nos enfants. Je comprends que chacune et chacun n'ait pas le temps de le faire, mais en tout cas, il y a des femmes et des hommes d'action. Denis en est la preuve vivante. Et je sais que tu n'es absolument pas suicidaire. Je sais que tu aimes la vie. Et ça, c'est important de le rappeler. Donc, pour Nice, en tout cas... Ouais. D'autant plus que tu sais que tu parles à quelqu'un... Tu parles à quelqu'un qui a une immense dévotion pour le Christ. Les enfants, mon ami. Et pour avoir une immense dévotion pour le Christ et pour la figure de la Vierge Marie en termes de qualificatif du don de soi, comme disait le grand mystique soufi Rumi, sans amour le monde serait inanimé, le feu n'a plus de fumée quand il est devenu flamme. Donc en tout cas, cela étant, je tenais 1000 fois à te remercier. Tu mérites tellement à être connu, à être soutenu. Je sais, et on le mettra en lien, que tu as créé une cagnotte Papa. Ouais, je te l'ai envoyé. Donc il est impératif, s'il vous plaît, à vous tous, à vous toutes, de faire œuvre utile. Aujourd'hui, vous voyez, l'homme que j'ai invité, l'État n'a pas hésité à lui enlever son droit à la présomption d'innocence. C'est d'une gravité dont vous n'avez pas aidé. Donc le meilleur moyen... La liberté d'expression aussi. Surtout la liberté d'expression. Je dis juste un mot là-dessus parce que après 4 ans de vidéos, mon compte Facebook et Instagram ont totalement sauté hier. Bon, avant ça, en 2021, j'avais 2 chaînes YouTube qui avaient disparu entièrement avec des vidéos qui avaient dépassé les 500 000, 1 million de vues. Donc la liberté d'expression, entre autres sur Facebook et Instagram, le fameux Zuckerberg, elle n'existe toujours pas. Il y a un mot sur Instagram qui est hallucinant, qui dit que je ne respecte pas les règles qui sont pratiquées dans le monde entier. Donc on a affaire à une censure mondiale organisée sur le fait qu'on puisse parler des vaccins, et ça c'est très 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 grave. Ça ne fait qu'encore objectiver l'histoire du nouvel ordre mondial et du World Economic Forum et de Davos et de Klaus Schwab et ceci, cela. Et une dernière chose, c'est si vous pouvez et si vous avez Twitter, parlez de Denis Agré sur Twitter et allez vous abonner sur mon compte Twitter. Il végète à 60 000 abonnés depuis 3 ans, 4 ans. Je trouve ça, c'est pas une histoire de personne, c'est une histoire que vous ayez accès à mes vidéos, qu'on relaye aussi régulièrement avec l'Elastic parce qu'il a un compte payant et que j'envoie mes vidéos qui font plus de 2 minutes. Mais allez regarder les vidéos de Denis Agré, c'est du béton brut parce que je me sers, je dis vraiment du béton brut pour pas dire du diamant, c'est-à-dire qu'ils vont se casser les dents dessus. C'est les données de Santé publique France et de l'Agence du médicament que je republie en tordant la sémantique où ils doivent payer des avocats, des gens en communication pour avoir le bon mot. Mais c'est tellement facile à remettre dans le bon sens, mais allez regarder mes vidéos. Et il y a une vidéo qui a fait quasiment 1 million de vues sur Twitter sur les données de l'Agence du médicament qui montre qu'il y a des décès avec les vaccins pédiatriques
qu'il y a des myocardites, qu'il y a des maladies de Kawasaki, qu'il y a des septicémies, qu'il y a des méningites. Après, les vaccins DTP, hémophilus, hépatite B, pneumocoque, ROR. Donc, ces vaccins causent des maladies graves aux enfants. Et ça, c'est plus possible de l'ignorer. C'est plus possible que les parents n'aillent pas regarder l'information. Il faut que les parents et les enfants aussi aient accès à cette information-là. Parce que, clairement, la propagande médiatique, la fabrique du mensonge et de la bêtise participent encore à cette ignorance. Et vraiment, aller sur Twitter, je sais qu'il y a même des gens qui trouvent encore que Elon Musk, c'est diabolique, ceci, cela, mais on s'en fout de la personne. Il y a un outil qui nous garde nos propos en ligne. Et merci Morad, merci Nexus. Je t'en prie. Merci Marc Daoud et merci à tous ceux qui ont compris, même avant moi. Voilà. Et la vraie finalité, je vous remontre la Vierge, c'est l'amour, c'est la paix. Et la paix, pour moi, certainement, elle a des conditions parce qu'il faudra, si on arrive à faire un processus de paix, il faudra poser des conditions très, très fortes. Et si c'est la justice qui doit le faire, qu'elle le fasse. Voilà. Merci à vous. En tout cas, merci mille fois pour cet hommage. Je tiens aussi à saluer notre ami Lazare qui est venu pour s'occuper justement de tout ce travail de vidéo et d'avoir pu nous mettre en lien parce que il y a des gens dans la lumière et Marc fait un super boulot et je le remercie et je le salue chaleureusement, Marc Daoud. Tu sais qu'ici à Nexus, tu es chez toi. Donc c'est que le début d'une série d'émissions, j'espère, puisque quand je recevrai ton livre là, je m'appliquerai à faire une chronique, car tu avais vu beaucoup de choses avant beaucoup de monde. Donc je tiens à rappeler à nos auditeurs et nos auditrices que Nexus fête ses 25 ans. Voilà, version magazine, au Théâtre du Gymnase, le 5 septembre 2025. Donc, on vous mettra le lien pour ceux qui veulent s'inscrire au préalable afin d'être présents. Donc, il n'y aura pas de remise de prix. Il y aura juste la chaleur de se retrouver tous ensemble. Et puis, pour conclure, je ne peux pas m'empêcher, au regard de tout ce que tu as dit, de citer Martin Luther King lorsqu'il avait dit que une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Et c'était important de réparer ça aujourd'hui avec toi, mon cher Denis. Je t'embrasse très très fort, je te salue de là où tu es. Je te dis à très bientôt. Merci chers auditeurs, merci chères auditrices. On mettra tous les liens et s'il vous plaît, allez sur la cagnotte Papayou pour aider notre ami Denis. Je peux pas dire il le mérite, c'est un lanceur de lumière, c'est un lanceur d'avenir, donc il est une chance pour nous tous. Voilà, je vous remercie toutes et tous. Merci Denis, j'espère à très bientôt. Et je vous dis à une prochaine émission. Salut les Nexusiens, les Nexusiennes. Au plaisir, à bientôt. Bye. Merci Mourad. Je t'en prie, au revoir. Oui. Salut.